Bienvenue, chers téléspectateurs, à votre tout premier numéro de l'émission Santé d'abord. Santé d'abord, c'est votre nouvelle émission qui vous présentera les problèmes que connaît notre système de santé et ensemble, nous réfléchirons sur comment y remédier. Aujourd'hui, nous allons parler du coronavirus. C'est quoi le coronavirus? Comment le contracte-t-on? Comment le soigne-t-on? Nous en parlerons dans ce numéro. Les coronavirus forment une vaste famille des virus. Ils peuvent causer des maladies allant du simple rhume à des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire aigu sévère et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Certains de ces virus se transmettent facilement d'une personne à l'autre, mais pas tous. La COVID-19 est une nouvelle maladie qui n'avait pas encore été identifiée chez l'homme. Ceci dit, nous devons noter qu'il a un point commun entre le rhume, la toux et le coronavirus. Elles sont toutes des infections virales qui touchent l'appareil respiratoire. Ainsi, leurs symptômes peuvent être semblables. Ici, il est impérieux de retenir que le mal de gorge, la fatigue et la toux sont des symptômes caractéristiques du rhume et de la grippe, mais qui font également partie des symptômes du coronavirus. La différence entre ces trois infections se situe à ce niveau. Le rhume et la grippe diffèrent quant à la gravité des symptômes. Même si le rhume n'est pas du tout repos, la grippe, elle, a de quoi vous rendre misérable. Un rhume pourrait vous causer des douleurs et de la fièvre, mais ces symptômes seront beaucoup moins graves que ceux de la grippe. Par exemple, les fièvres sont généralement plus soudaines et plus fortes dans le cas de la grippe. Elles atteignent souvent 39 à 40 degrés Celsius. Notons aussi que la fatigue, les maux de tête et les douleurs intenses sont très courantes chez les personnes atteintes de la grippe. Certaines souffrent même des grands frissons. De même, la grippe peut affecter tout votre organisme, pas seulement votre appareil respiratoire. Les symptômes de la grippe persistent beaucoup plus longtemps que ceux du rhume. Vous pouvez généralement vous attendre à guérir de votre rhume au bout d'une semaine, mais dans le cas d'une grippe, vous pouvez être malade pendant environ 10 jours. Et ce, à condition qu'elle ne s'aggrave pas. En ce qui concerne la COVID-19, beaucoup de symptômes du rhume et de la grippe sont aussi présents dans son cas, d'où la difficulté à faire la différence entre ces virus. Mais ce qu'il faut absolument retenir est que les trois symptômes principaux de ces maladies sont la fièvre, les difficultés respiratoires et la toux. Alors, si vous présentez tous ces symptômes au même moment, rendez-vous immédiatement au centre de santé le plus proche de chez vous afin de vous rassurer que vous n'êtes pas vecteur de la COVID-19 pour ne pas mettre votre entourage en danger. Comment contracte-t-on le COVID-19 ? C'est un virus qui se transmet de l'homme à l'homme, c'est-à-dire par la salive. Raison pour laquelle il est recommandé d'observer une distance d'au moins 1 mètre avec ses interlocuteurs, d'éviter de se serrer les mains, éviter de s'embrasser ou de se donner des bisous, éviter de se toucher les yeux et le nez, laver soigneusement ses mains au savon ou les désinfecter à l'aide d'un gel alcoolique, surtout après avoir touché des surfaces fréquentées par d'autres personnes, telles que les poignées des portes ou des véhicules, les tables, les chaises, les interrupteurs des lumières et j'en passe. Dès l'apparition des symptômes, rendez-vous au centre de diagnostic le plus proche afin de vous assurer de votre état pour être pris en charge le plus rapidement possible. Notre pays a connu la toute première apparition de ce virus en mars 2020. Cela nous avait amené à plus de 10 cas de contamination. Alors il était décidé de confiner la commune de la Gombe, vu que c'est la commune qui reçoit pratiquement toute la population de la ville en une seule fois. Alors, comment doit-on faire pour vivre, sachant que ce virus court les rues dans notre pays? Nous allons en parler avec le docteur Michel Selemani dans cet entretien que nous vous proposons de suivre. Docteur Mike, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Ok. Donc, je suis docteur Michael Selemani. Je suis médecin du gouvernement congolais. Je suis expert en santé communautaire et en action humanitaire internationale. Actuellement, je suis aussi coordonnateur du réseau de médecins congolais de proximité
qui est une ASBEL qui œuvre dans la promotion sanitaire. Vous venez fraîchement de la Belgique. Pouvez-vous nous faire rapidement une petite comparaison entre ce que vous avez pu vivre là-bas vis-à-vis du Covid et ce qui prévaut ici à Kinshasa, en RDC en général et à Kinshasa en particulier? Ok. Effectivement, pendant la période Covid, comme j'aime bien appeler ça, ça m'a trouvé en Belgique. J'étais en train de finir mon master de spécialisation en action humanitaire internationale. Ce que je peux dire, c'est que normalement, en termes de riposte contre les maladies, il faut éviter la comparaison parce qu'il y a toujours un phénomène de contextualisation. Les faits ne sont pas vécus de la même façon, du coup, on ne peut pas comparer. Ce qui s'est passé en Europe et ici, c'est difficile puisqu'on n'est pas dans le même contexte. Mais ce que je pourrais dire, c'est que la Covid a vraiment pris tout le monde au dépourvu. Tous les systèmes de santé au niveau du monde ont vraiment été pris à contre-pied. Nous, je me rappelle, en janvier, on était à l'université. On entendait parler de Covid en Chine. Il y a eu des cas en Iran, il y a eu des cas en Corée du Sud, tout ça. On voyait ça très loin. Jusqu'à ce que 2 semaines après, on nous dise qu'il y a un cas dans la communauté universitaire. Et c'était parti. Pour dire que, voilà, donc tout le monde a été pris au dépourvu. Mais si je peux relever certains points, au niveau de l'Europe, notamment en Belgique, la réaction des autorités et du système de santé a quand même été assez rapide. Les mesures ont été prises rapidement. Les comités de riposte se sont organisés très rapidement. Les moyens ont été mobilisés assez rapidement aussi, puisque eux, au fait, ils ont les moyens de leur politique. Et un fait aussi très important, c'est que la population a adhéré aussi rapidement aux mesures qui ont été prises. Quand on a décidé du confinement en Belgique, directement les gens ont adhéré et les gens se sont mis à l'abri, ce qui a permis d'avoir des résultats un peu plus rapides. Par contre, le problème que nous avons ici au pays se situe au fait à ces 3 niveaux-là. Le premier niveau, c'est l'adhésion de la population. La population n'a pas directement adhéré aux mesures prises par le gouvernement. Et cela est dû à 3 problèmes. Le premier problème, c'est qu'on n'a pas bien expliqué à la population pourquoi certaines mesures sont prises. C'est ça qui fait même la différence entre les mesures lorsqu'elles sont prises dans le cadre de la clinique et les mesures qui sont prises dans le cadre de la santé publique. Ça veut dire que quand vous prenez, en termes de clinique, un malade vient vous voir, il a le paludisme, vous lui donnez le médicament. En termes de santé publique, quand vous prenez des mesures, vous devez pouvoir expliquer ces mesures à la population, montrer à la population les difficultés d'application de ces mesures et les avantages d'application de ces mesures, ce qui n'a pas été fait. Et ça, c'est un grand problème. Le deuxième problème qui fait que la population n'a pas adhéré, c'est dû à la politisation des activités, à la politisation des mesures. Quand je dis politisation, ça ne veut pas dire que les mesures étaient politiques, non. Ça veut juste dire que les mesures, de la façon dont elles ont été prises, de la façon dont elles ont été exécutées et de la façon dont elles ont été comprises par la population, elles sont apparues comme des mesures politiques. Les exemples, il y en a beaucoup. On peut parler par exemple du couvre-feu. Quand on dit à la population qu'il y aura couvre-feu, pour des raisons sanitaires, parce qu'on veut éviter que les gens soient agglutinés, contaminés le soir, parce que c'est le soir où les gens sont un peu relâchés, agglutinés, à promiscuité et tout ça, et que ces mêmes personnes se rendent compte que la journée, ce sont les mêmes choses qu'on veut éviter la nuit qu'on fait la journée. Du coup, ils se disent que non, il doit y avoir une autre raison derrière ce couvre-feu. Surtout qu'il y a des marchés qui sont bourrés, comme le grand marché, le Zigida. Il m'arrive de faire un tour là-bas, on ne respecte rien du tout. Et effectivement, les marchés sont bourrés. Maintenant, les bars se remplissent plus tôt, les boîtes de nuit fonctionnent la journée, tout ça. Donc, ce sont des mesures que la population ne comprend pas. Ça passe dans le cadre, ils se disent donc il doit y avoir d'autres raisons. Et cela est dû aussi au fait que la population... Non, les mesures qui sont prises plutôt, quand les autorités les prennent, c'est comme si les autorités les prennent au niveau politique sans penser au niveau sanitaire. Alors que ce sont des décisions qui sont prises en comité. Mais quand elles sont prises en comité et que ça ne ressort pas comme une décision sanitaire, du coup la population se dit non, c'est sûrement un truc qui a été pris de façon politique. Il y a eu le même problème au niveau, lorsqu'il y a eu la crise à Ebola en Sierra Leone, les autorités avaient décidé
fermer les frontières et d'instaurer, comment je vais dire ça, c'est pas des couvre-feux, mais c'est genre un blocus. Personne n'est sorti. Comme ça le but était de permettre aux agents de riposte de passer de maison en maison pour faire les tests, dépister les gens qui ont Ebola et tout ça. Mais ça a été mal perçu par la population. La population y a vu une façon de limiter leurs droits. C'est ça le danger de la politisation lorsqu'on prend une décision. Le troisième problème, c'est la désinformation. Il y a eu une très grande campagne de désinformation au niveau de la population. Vous savez, on est à l'ère des réseaux sociaux. Tout ce qui se passe maintenant est pris dans un sens et dans le sens contraire. Sans oublier qu'il y a toujours la théorie du complot. Pourquoi on nous enferme à la maison? C'est qu'on va faire des trucs la nuit. Pourquoi on veut nous vacciner? Cette désinformation-là a aussi fait que la population n'a pas rapidement adhéré. Et c'est pour cela que nous voyons chaque jour des dérives par rapport à toutes les décisions prises par le gouvernement. Voilà un peu ce que je peux relever. Donc, si je faisais une synthèse, je dirais, en Europe, la riposte s'est mise en route rapidement, les moyens ont été mobilisés rapidement, la population a rapidement adhéré et les autorités ont pris les mesures rapidement. Le problème ici, c'est que, à cause de la politisation de la riposte et des mesures prises, à cause de la désinformation et à cause de, ça c'est un point que je n'ai pas aussi relevé, mais je le relève maintenant, à cause du fait qu'on n'a pas su distinguer, faire une différence entre les décisions prises dans le cadre clinique et les décisions prises dans le cadre de la santé publique, la population n'a pas adhéré et du coup, on assiste à des dérives qu'on voit actuellement. Oui, donc si on comprend bien, nous pouvons dire en conclusion que la sensibilisation n'a pas été correcte ou efficace. Oui. Si on reste dans le cadre des activités de terrain, on peut dire que le plus grand problème chez nous, c'est la sensibilisation. Parce que tout part de là. La population ne peut pas adhérer à des mesures qu'elle ne comprend pas. Et c'est ça le plus important. C'est même ça le départ. Alors, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour sortir de cette crise-là? Parce que c'est déjà une crise. Effectivement, c'est déjà une crise et les chiffres tels qu'ils sont donnés actuellement montrent que nous sommes en pleine deuxième vague, d'où il convient d'essayer de faire en sorte d'éviter de faire les mêmes erreurs que lors de la première vague. Je pense que le comité de riposte doit beaucoup plus insister sur la sensibilisation, mais aussi sur le suivi des mesures prises. La sensibilisation, actuellement, le comité de riposte fait un très bon travail en termes de dépistage et de prise en charge, malgré les moyens qui sont limités. Le problème reste au niveau de la sensibilisation au niveau de la population. On devrait pouvoir organiser des groupes, et ça c'est l'avantage de la santé communautaire, on devait pouvoir organiser, comme ça s'est fait pour les autres maladies, des groupes au niveau des communautés qui expliqueraient aux gens au sein même de la communauté les dangers que représente la maladie à Covid-19. Et ça c'est très important. D'un deuxième côté, il faudrait que les décisions qui sont prises au premier niveau, donc au niveau central, puissent bénéficier des mesures de suivi. Ça veut dire, vous dites, devant chaque magasin, il faut qu'il y ait des points de lavage d'eau. Mais vous pouvez circuler, vous allez trouver qu'il n'y en a pas. Parfois même il y en a, mais c'est vide. C'est Et vide. parfois il y a de l'eau, mais il n'y a pas de savon. Voilà. Dans le cadre d'une étude, quand je suis arrivé en novembre, j'ai fait une étude, c'était dans un cadre privé, sur la riposte au niveau des écoles. Je suis passé dans 25 écoles et les constats étaient vraiment amers. Une école où nous sommes arrivés, dont je ne me permettrai pas de citer les noms, il y avait un point d'eau vide pour toute l'école. Une autre école où je suis passé, il y avait les thermoflash. L'agent de sécurité avait un thermoflash pour prendre la température de tout le monde à l'entrée. Et ce que j'ai remarqué, apparemment, il savait, lui-même, l'agent de sécurité, ne savait pas à quoi servaient les thermoflash. Puisque devant moi, il a eu à prélever des températures supérieures à 38 degrés. Et les enfants sont quand même entrés. Moi, j'ai été victime. D'ailleurs, si vous avez une bonne mémoire, je vous ai appelé de toute urgence une fois. J'arrive à un endroit, on me prélève la température, c'était à 35. Je me suis dit, mais je suis en train de mourir. Est-ce qu'on peut toucher ce point-là rapidement? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il fallait sensibiliser les gens
qui doivent être habilités à relever la température. À mon avis, c'est très important. Ce n'est pas seulement ces gens-là. Le problème du pays actuellement, c'est que nous ne sommes pas acteurs de notre propre politique. Dans quel sens? Ça veut dire que, par exemple, pour la première vague, le pays a bénéficié de beaucoup de dons en termes de finances. Beaucoup d'activités sont à faire et sont répertoriées même dans le plan de riposte tel que rédigé par le CMR. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de fonds pour ça. Normalement, tous les agents de contact, ça veut dire ceux qui vous servent votre carburant dans les stations, les pompistes comme on les appelle, les agents dans les supermarchés, les agents de sécurité devant les entreprises, les agents front office dans les banques, devraient bénéficier de formations par rapport à la Covid. Excusez, docteur, vous dites qu'il y a eu beaucoup de dons, surtout de l'extérieur. Ça, c'est peut-être un secret de polichinelle. Alors, comment expliquer qu'il n'y a pas de fonds pour sensibiliser ou former toutes ces personnes-là qui doivent s'occuper de la santé des gens? Oui. En fait, là, la problématique de fonds, c'est vraiment, quand on est de l'extérieur, ça apparaît facile. Mais la problématique de l'affectation des fonds, c'est une problématique très compliquée. Ça veut dire que normalement, quand on a des fonds, il faut prioriser les activités. Parce que si à ce moment, on s'est dit, sur le peu de fonds que nous avons reçus, nous mettons cet argent dans la sensibilisation et qu'après, on ne sait pas dépister les gens, c'est un problème. Vous voyez? Si on met l'argent dans la sensibilisation et qu'on ne sait pas avoir assez d'argent pour acheter de la chloroquine, qui est actuellement le traitement qui est le plus utilisé, c'est un problème. Donc je pense que le comité de riposte a eu de la difficulté dans le cadre de l'affectation des fonds. Les fonds, quand on les donne, ils apparaissent comme étant costauds. Mais après, quand il faut les affecter, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup à faire et l'argent n'est pas suffisant. Ou encore, il y en a qui virent vers les poches des gens. Bon, je ne me prononcerai pas sur cet aspect-là, mais ce que je sais, c'est qu'en termes de santé publique surtout, lorsqu'on a des fonds, il faut savoir prioriser les activités. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, poursuivons notre émission. Nous voulons également vous parler de ce que nous avons pu constater dans les lieux publics pendant cette période de pandémie. Nous avons pu visiter un restaurant de fortune appelé communément Gargote ou Malewa. Alors, nous avons pu constater que les gens ne respectent pas du tout les mesures barrières à ces endroits. Nous vous proposons de suivre cet élément et nous allons revenir tout juste après. Après cela, nous nous sommes rendus dans un restaurant de luxe. Nous avons pu constater que là-bas, au moins, les mesures barrières sont respectées à la ligne. Le matin, tout commence par la désinfection de tout le restaurant, des chaises, des tables, en passant par le sol. Et les clients qui sont accueillis à l'entrée sont également désinfectés, en les installant tout en respectant scrupuleusement la distanciation sociale. Nous vous proposons de suivre cet élément. Après cela, nous nous sommes rendus dans la rue. Dans la rue, nous avons pu observer les chauffeurs des taxis, bus et voitures. Nous avions le souci de voir comment ils gèrent leur travail pendant cette période de pandémie. Et force est de constater qu'il y en a
qui ne respectent pas du tout les gestes barrières. Ils reçoivent les clients sans masque, sans les désinfecter les mains et ne respectent pas du tout la distanciation sociale dans leurs engins. Par contre, il y en a qui respectent scrupuleusement le port du masque dans leur taxi ainsi que la distanciation sociale. Suivez cet élément. Kaka na mayele ça dépend ya mutu et ça le linayo nde eko permettre yo oko kisa vexement o to gagnera kaka o alobi ka gagnera te c'est que otika musala ngo et là musala na biso to pona to sala kaka malgré to souffrir carburant coût eza likolo 1 litre c'est 2000 ozo sala course il y a 2000 francs alors ozo gagner nous. Donc il a que ozwa batu oya kiti mususu amati oya kiti mususu amati ozo sala na moi ba course ya mikuse nde ko permettre yo o gagner moi un petit rien. Mais pour ya course matite en tout cas matate au contraire et kiti lisusu. Donc il a ndenge zalaki donc na ministre ya transport ou zalaki liboso et zalaki course 700 francs. Kitambo gare centrale. Alors, il y a l'ongoli sous 200 wana acheter 500 francs. Alors, ce que lobby au banda ko calculer, ils ont fait sa perte pas na biso. Et sécurité pas ba patron. Vexemé zala qui 32 000 ou 35 000 et quitter 25 000 francs. Ma pièce est quittée, pinet est quittée. Et zakara na prix à dollars. Au yebi to na biso ya dollars ndenge komi lelo. 20 300 francs, 20 500 francs. En tout cas, ils ont ça la mission vraiment passe. Parlons toujours des endroits publics. Nous nous sommes rendus dans un bureau pour voir comment le travail était géré en cette période de pandémie. Et le bureau qui a accepté de nous accueillir, c'est l'ACOFEP,
qui est l'Association congolaise des femmes de la presse écrite. Nous vous proposons de suivre cet élément. Vous allez constater avec nous comment cette association a organisé son travail pendant cette période de crise. Suivons. Dans la gestion de cette crise, il y a un élément très important que nous semblons tous négliger ou carrément ignorer. Il s'agit du port du masque. Comment, quand, où, pourquoi porter son masque et comment entretenir son masque? Suivons cet élément pour le savoir. Avant de porter son masque, il faut laver soigneusement ses mains au savon ou les désinfecter à l'aide d'un gel alcoolique. Toujours porter son masque dans des endroits publics. Éviter d'abandonner son masque à l'air libre et surtout y déposer des objets qui passent par plusieurs mains tels que les clés, les téléphones et j'en passe. Évitez de toucher votre masque sur la surface qui couvre votre bouche et votre nez. Pour porter votre masque, il faut le tenir par les élastiques ou les fils qui passent derrière les oreilles. Évitez également de faire descendre votre masque au niveau du menton ou de le porter au poignet de la main. J'aimerais aussi et surtout que nous abordions plus la question de l'entretien du masque. Ici, il est important de noter que le masque ne se porte pas deux fois. Il se doit d'être nettoyé avant d'être réutilisé. Comment entretenir son masque? Ici, il s'agit plus du masque lavable fabriqué en tissu pagne ou autre tissu. Suivant ces explications du docteur Selemani. Par rapport au port du masque, le cheval de bataille serait de bien différencier les activités qui sont prises dans le cadre clinique. Ça veut dire quelqu'un a le Covid, on le soigne, ou quelqu'un a des signes de Covid, on le teste. Tu vois, ça sont des activités qui sont prises dans le cadre de la clinique. Dans le cadre de la santé publique, il ne faudrait pas se limiter à dire aux gens porter des masques. Il faut leur dire quand porter des masques, comment porter des masques, qui doit porter des masques. Parce qu'actuellement, la problématique du port du masque se situe à 3 niveaux. Lesquels? Qui porte les masques? Comment gérer ces masques et quel type de masque porter. Je vais commencer par quel type de masque. Les gens ne savent pas que tous les masques ne sont pas adaptés pour toutes les situations. Normalement, on différencie les masques en masques médicaux et en masques non médicaux. Les masques non médicaux étant en l'occurrence les masques en tissu. Les masques en tissu, ce sont les masques que moi et vous nous portons dans le cadre de nous protéger contre la maladie à Covid. Ce sont les masques en tissu. Je ne suis pas malade, vous n'êtes pas malade, on n'a pas de signes de maladie.
on porte ce masque-là pour se protéger. On peut peut-être être malade asymptomatique, on ne le sait pas. On porte ce masque pour se protéger. C'est normal. À partir du moment où je présente les signes, je sais que je suis malade, où je vis chez moi avec quelqu'un qui est fragile à la maladie, un diabétique, un hypertendu, etc. Ou une personne avancée en âge. Ou une personne avancée en âge, directement le masque anti-C n'est plus adapté. Même si on le double. Directement, il n'est plus adapté. Là, il faut acheter maintenant des masques médicaux. Et il y a toute une panoplie de masques médicaux. Commencez à partir des masques chirurgicaux jusqu'aux masques, il y a plein de marques F, tout ça, et voilà. La situation change. Et ça, il faudrait expliquer ça aux gens. Parce que chacun porte son masque en sa manière, en tout cas. Il y en a même qui se permettent de le porter pendant toute une semaine ou tout un mois. Ça, en fait, c'est le deuxième point. Le premier point, c'était quel type de masque. Le deuxième point, c'est comment gérer les masques. Ce que les gens ne savent pas, c'est que tous les masques, tous alors, même les masques en tissu, ont ce que j'appellerais une durée de vie, entre guillemets. Ça veut dire quoi? Le masque, tu ne le portes pas de 7h à 20h et le lendemain de 7h à 20h pendant une semaine et tout ça. Je me rappelle même, une fois, j'étais à Paris avec des amis. On a acheté des masques en tissu. Et celui qui nous vendait le masque nous a dit, ce masque n'est lavable que 9 fois. Mais c'était un masque en tissu normal. Il nous a dit, ce masque n'est lavable que 9 fois. Après 9 fois, il ne vous protège plus. C'est-à-dire que, comment? Expliquez-nous un peu, on y met des produits C'est là où... Non, ça veut dire quoi? Les tissus s'abîment aussi. Ah, d'accord. D'abord, en termes d'hygiène, votre masque, vous devez le laver chaque jour. Et vous savez que chaque fois que vous lavez un habit, cet habit s'use. Oui, exactement. Plus on frotte, plus on met au soleil, le tissu se détériore. Et moins il est efficace. Ce sont des choses qu'il faut apprendre aux gens. J'espère que nos téléspectateurs sont vraiment en train d'intérioriser ce que vous êtes en train de dire. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que nous sommes dans des régions qui sont chaudes. Quand vous portez un masque, vous parlez, vous transpirez, les masques accumulent des germes, des bactéries qui viennent avec la salive, qui viennent avec la sueur. Du coup, normalement, pour les masques en tissu, vous devrez en avoir par journée 2 ou 3. Mais nous, on en porte pendant 2 jours. Mais nous, voilà. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas informés. Les masques en tissu, tu peux le faire à la maison toi-même. Du coup, si tu peux en faire... Moi, j'en ai fait en tout cas. Voilà. Tu peux le faire toi-même. Tu en as 2, un dans le sac, un autre dans la poche. Ou voilà. Le truc, c'est que nous ne devons pas oublier, et c'est là où je reviens sur la sensibilisation, nous ne devons pas oublier que dire aux gens de se protéger, c'est bien. Leur montrer comment se protéger, c'est mieux. Voilà la problématique. Très important. De la gestion du masque. Qui porte les masques? Il y a des grandes discussions sur ça. J'ai même eu un grand échange avec un confrère qui est anesthésiste dans un grand hôpital de la place. Il me dit, moi, tous mes enfants portent les masques depuis que la pandémie a commencé. Moi, j'ai dit, ok, c'est bien, tu es un parent modèle, tout ça. Mais il ne faut pas se limiter à donner les masques aux gens. Ce qu'il faut savoir sur qui doit porter le masque. C'est d'abord que, au-delà de 10 ans, normalement, tout le monde doit porter les masques pour se protéger. Tout le monde doit porter les masques. Mais il y a des préalables. Au-delà de 10 ans, c'est plus facile. Ce sont des sujets qui ont une certaine maturité. Ils peuvent porter les masques seuls. Quand tu lui expliques que ce masque ici, quand il transpire, il faut l'enlever, il sait comprendre ça. Vous voyez? Si tu te donnes 2 masques et tu lui dis à 10 heures, ce masque, tu jettes, tu mets un autre, il sait le comprendre, c'est plus facile. C'est comme, sans vous couper la parole, mon enfant, avec sa montre, elle sait compter qu'après 3 heures, elle doit changer son masque. Elle doit changer son masque, voilà. Et là, au-delà de 10 ans. Entre 5 et 10 ans, ça devient un peu délicat. Parce que déjà, à 5 ans, on touche encore le sol. Voilà, ça devient un peu délicat parce que voilà, comment expliquer à un enfant de 5 ans, de 6 ans que voilà, à la récréation, bien garder ton masque, il ne doit pas se salir, tout ça. Il ne faut pas, voilà, c'est un peu des trucs qui sont délicats. Et au cas où tu le retires, il faut d'abord laver les mains pour le remettre. Pour le mettre et tout ça. Et surtout, il y a aussi ce côté, il sait porter les masques seul, il sait l'enlever seul sans se mettre en danger, sans mettre en danger ses collègues.
Ça, c'est encore un problème. Et pour les moins de 5 ans, ça devient encore problématique. Compliqué. Parce que là, tu sais, rien leur expliquer. C'est pour cela que l'OMS, la dernière étude de l'OMS a proposé de ne pas insister sur les masques chez les enfants de moins de 5 ans. Ok. Sur ces entre 5 et 10 ans, dans la mesure du possible, privilégier les visières. Même si la visière ne te protège pas comme un masque, ça c'est vrai. Mais privilégier les visières et y associer. S'il y a moyen de bien expliquer à nos téléspectateurs, c'est que c'est la visière. La visière, voilà. La visière, je vais faire ça, je vais donner un exemple simple. Oui. Vous voyez ceux qui font la soudure. Oui. Ils ont un truc pour se protéger. C'est ça Voilà. qu'on appelle visière. Ok. Maintenant, dans le cadre de la riposte, il y a des visières en plastique qui se vendent un peu partout Oui, dans dans les la grandes rue. surfaces et tout ça. Oui. Voilà. Et qui sont mieux adaptés pour les enfants. Mais Parce la que ça ne visière, couvre pas le nez. oui, c'est pas seulement parce que ça couvre pas le nez, et ça je vais y revenir. La visière, le problème c'est que ça ne te protège pas comme le masque. Et d'ailleurs, l'OMS décommande de remplacer la visière par le masque. Mais dans la mesure où l'enfant ne sait pas gérer un masque, De moins de 5 ans, on est en de train moins de de dire. 5 ans, on peut lui faire porter une visière. Mais bien sûr, là aussi, il faut surveiller. La visière aussi a une durée de vie, parce qu'à un moment, il y a des traces, tout ça, qui peuvent empêcher l'enfant de bien voir. Alors, pourquoi il y a cette différenciation entre les âges des enfants qui portent les masques? Excusez, docteur. Parlez un tout petit peu de la durée de vie d'une visière. La durée de vie d'une Il ne suffit visière... pas de la laver avec... La visière, c'est juste essuyer avec un désinfectant ou une solution hydroalcoolique. Ok. Mais Avec la visière, un mouchoir, alors. Oui, mais la visière, c'est du plastique. Donc, plus tu essuies, plus il y a des traces et moins la visibilité est bonne. Ok. Du coup, dès que la visibilité n'est plus bonne, il faut l'enlever. Normalement, une visière se porte 10 fois. Après, c'est obsolète. Donc, désormais, nos téléspectateurs devraient se donner la peine de bien compter la durée de leur masque ou visière. En termes de masque et de visière, il faut savoir qu'il y a une durée. Le tissu s'use, la visière prend des traces et la visibilité diminue. Ok. Donc, comme avec les masques chirurgicaux, on sait que toutes les 3 heures, il faut les changer. De la même façon, avec les masques en tissu, on sait que si vous les lavez plus de 10 fois, ils ne vous les protègent plus. D'accord. Or, il faut les laver souvent. Alors, je reviens à la problématique des enfants par rapport au port du masque. De moins de 5 ans. Oui. Je disais qu'il faut éviter de prendre des décisions en se limitant sur le simple aspect clinique. Parce que dans le cadre des ripostes, il faut réfléchir de façon transversale, puisqu'on est dans des activités de santé publique. Les enfants sont dans un âge de croissance. Avant 5 ans, c'est l'âge où on développe plus de grippe, des pathologies pulmonaires. On a souvent 5 jours sur 30, un petit rhume. Ça, c'est déjà le premier côté. Le deuxième côté, c'est que le cerveau de l'enfant étant en pleine croissance, il a besoin d'oxygène. Et vous savez avec moi que respirer dans un masque, c'est très difficile. Oui, surtout quand on marche. Moi-même, j'ai expérimenté ça plusieurs fois. Le troisième côté, c'est que nous sommes dans des régions chaudes et les enfants transpirent beaucoup. Un masque qui accumule de la sueur, comme je l'avais dit, accumule des germes. Ce qui fait que ces 3 aspects-là font que nous risquons, en insistant sur le port du masque chez les enfants de moins de 5 ans, nous risquons de leur créer d'autres problèmes après. Puisque ces masques deviennent à un moment des bouillons de culture qui les prédisposent à d'autres maladies. Ok. Voilà moi ce que j'ai recommandé dans une école où je suis passé. Port du masque pour tous les élèves de plus de 8 ans. En leur expliquant comment porter des masques, comment veiller à ce que les masques restent propres et quelle est la durée de vie d'un masque en tissu et d'un masque chirurgical. Pour les enfants de la maternelle, dans la mesure du possible, insister sur la visière et les mesures de distanciation sociale. Les espacer sur les bancs, laver les mains au moins 4 fois, de 8 heures à 12 heures, faire en sorte, dans la mesure du possible, qu'ils aient des visières. Parlons toujours des enfants. Nous nous sommes intéressés à la rentrée des classes qui n'a pas été effective le 5 janvier passé à cause de la hausse des cas de contamination. Raison pour laquelle nous nous sommes rendus à l'Institut national de recherche biomédicale INRB
où nous avons rencontré le chargé des questions et réponses épidémiologiques afin de savoir si l'INRB a pu recevoir quelques échantillons venant des écoles. Nous vous proposons de suivre cet élément et nous nous retrouvons tout juste après sur ce plateau. Merci madame. Les courbes sont claires. Nous, au niveau de la coordination de la lutte contre la Covid, nous avons démontré, selon les données qui sont produites chaque jour, selon les nombres de cas qui sont déclarés chaque jour, chaque matin, qu'effectivement il y a une hausse des nombres de cas en République démocratique du Congo, mais beaucoup plus dans la ville de Kinshasa en ce qui concerne éventuellement la Covid. Alors, pourquoi reporter la rentrée scolaire? Cette décision, c'est une décision que seule l'autorité peut prendre, l'autorité politico-administrative, parce que nous, en tant que membres des ripostes, nous ne sommes que des experts, nous faisons des propositions. Alors, si la rentrée scolaire a été repoussée, c'est justement pour préserver, pour limiter et freiner la propagation de la maladie et la contamination au sein de la communauté. Donc, pas pour gérer la maladie, une maladie très contagieuse et une maladie qui se transmet de homme à homme, lorsque la prévalence, lorsque le nombre de cas est très élevé dans la communauté, ce qu'il faut faire, il faut réduire les contacts entre les personnes. Et réduire les contacts entre les personnes, c'est réduire le nombre de personnes qui se rencontrent entre elles. C'est aussi réduire la fréquence des rencontres entre les personnes pour que les personnes saines ne soient pas en contact avec les personnes malades. C'est comme ça qu'on gère cette épidémie. Alors, dans certaines statistiques qui peuvent être confirmées par le ministère de l'Enseignement, on a à peu près 22 millions d'élèves qui aussi la rentrée n'était pas repoussée. Chaque jour, ce nombre d'enfants se rencontrent et ils viennent à un endroit, ils se rencontrent, pas pour quelques minutes, ils se rencontrent pour tous les avant-midi, si pas toute la journée. Ils ont eu des contacts et après ces 22 millions vont rentrer dans la communauté des 80 millions que nous sommes pour être encore en contact avec des personnes qui sont censées être saines. Alors comme vous savez, comme partout dans le monde, les enfants, ils ne font pas les formes graves, mais alors ils contaminent. Et ils font des formes simples, ils prennent des médicaments et ils se font soigner et ils guérissent facilement à domicile ou à l'hôpital. Mais ces enfants qui quittent l'école, qui rentrent à la maison, ce sont eux qui deviennent maintenant comme des porteurs sains. Ils se font contaminer, ils font ou ne font pas la maladie avec symptomatique, ou ils font des maladies à peu près, mais ils ne développent pas les formes graves, mais entre-temps, ils contaminent. Vous savez, ces enfants qui quittent l'école, lorsqu'ils reviennent à la maison, ils sont à côté de leurs pépés, à côté de leurs parents. Or, ce sont les pépés, ce sont les parents, donc ce sont des grandes personnes de plus de 56 ans, qui sont chaque fois en contact intime avec les enfants qui viennent de l'école. Et si jamais un enfant se fait contaminer à l'école, il amène la maladie à la maison et contamine les grandes personnes, les personnes qui ont d'autres maladies qu'on appelle les comorbidités, qui peuvent être l'hypertension, qui peuvent être le diabète, qui peuvent avoir l'âge un peu plus avancé. Et ces personnes-là sont exposées maintenant à faire des formes graves que nous avons maintenant au niveau des formations médicales qui nécessitent maintenant l'oxygène et qui, lorsqu'on n'arrive pas à temps, et généralement on arrive dans des fatalités. Donc, je pense que l'autorité, en prenant cette décision, l'autorité a préservé la communauté tout entière et a préservé
la santé des Quinois et des Congolais. Je peux vous donner mon exemple, c'est un témoignage. Moi, je suis de la riposte, mais j'ai fait la Covid. J'ai fait la Covid et j'ai même été hospitalisé. Et Dieu merci, je m'en suis en sorti vivant. Mais ce sont les enfants qui nous ont contaminés. Et les enfants se sont fait contaminer à l'école. Et ils ont amené la maladie à la maison. Et cela nous a tous contaminés et nous sommes retrouvés. Nous avons fait des formes plus ou moins graves. Et les enfants n'ont presque pas fait des formes symptomatiques. Ils étaient soignés à la maison et ils s'en sont sortis sans même séquelles. Donc je pense que l'autorité a dû prendre une bonne décision par rapport à la rentrée scolaire. Les échantillons venus des écoles, c'est-à-dire que nous ne faisons pas une surveillance autour des écoles, mais nous avons eu beaucoup de parents qui sont venus avec des enfants. Et il y a eu beaucoup d'enfants le nombre d'enfants a augmenté. On ne dit pas le nombre d'enfants dans les écoles. Un parent qui amène son enfant pour un dépistage, c'est un enfant qui étudie quelque part. Donc on dit qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont contaminés sans indexer une école. Et parce que ces enfants-là étudient. Et si on laisse ces enfants aller dans les écoles, ça veut dire qu'ils vont être en brassage avec d'autres enfants. Et ces enfants vont encore ramener dans d'autres ménages. C'est de cela que nous craignons. Nous ne voulons pas dire aujourd'hui qu'il y a telle école parce que nous n'avons pas fait cette étude-là. Mais ce qui est vrai, dans certaines écoles que vous avez suivies, je crois, au mois de décembre, qui étaient contaminées, lorsqu'on a fait le dépistage, on a trouvé d'autres enfants qui étaient contaminés mais qui n'avaient pas de symptômes. Après cet entretien, nous avons également essayé de joindre le ministre de l'EPSP pour prendre ses impressions. Malheureusement, il n'a pas pu nous recevoir à cause de ses obligations. Au regard de tout ce qui précède, nous sommes allés à la rencontre d'un expert international. Il s'agit du chef de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Suivons cet entretien que nous avons pu avoir avec lui. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, madame. Bonne année à vous. Merci à vous également. Tous mes meilleurs vœux. Merci. Monsieur l'ambassadeur, il y a eu la pandémie du Covid-19 qui s'est déclarée dans le monde entier en général et en RDC en particulier. Il y a eu confinement, puis déconfinement et la vie a commencé à reprendre son cours normal. Puis la nouvelle vague s'est déclarée. D'après vous, n'y avait-il pas moyen de l'éviter ? Écoutez, je ne suis pas un spécialiste médical, donc je peux difficilement répondre à cette question médicalement. Il me semble que dans ce qui s'est passé en RDC s'est passé un petit peu partout dans le monde. Il y a eu cette première vague qui est arrivée au début de l'année. Il y a eu l'été pendant lequel le Covid a diminué, voire a quasiment disparu. C'était le cas de la RDC. Donc on a un peu baissé notre garde, mais c'est partout dans le monde. Tous les gouvernements ont un petit peu réagi de la même façon. Et il y a ce retour de cette seconde vague. Peut-être aussi parce que les gens eux-mêmes avaient cru que c'était passé. Et donc je ne sais pas si on pouvait vraiment l'éviter. C'est arrivé. Voilà, c'est un phénomène qui était un petit peu inattendu, enfin la façon dont ça s'est passé. Peut-être qu'on n'a pas été assez prudent, ou on n'a peut-être pas pris assez de précautions après la première vague. Mais c'était aussi à la fois très difficile parce qu'il y avait eu le confinement qui avait été dur. Donc ça a été un sentiment de libération de sortir du confinement. Donc je ne porterai pas de jugement là-dessus parce que je crois que c'est très difficile de porter un jugement. La seule chose que je peux dire, c'est que la situation de la RDC n'est pas particulière. Malheureusement, le Covid a redémarré partout. Malheureusement, il a redémarré fortement en Afrique et pas simplement en RDC. Et nous devons faire face aussi à de nouveaux variants, de nouveaux types de Covid, notamment un variant qui vient d'Afrique du Sud. Et voilà, c'est des choses qu'on ne pouvait pas prévoir à l'avance. Avec le Covid-19, il y a beaucoup de choses à observer, notamment les mesures barrières. Et avec les mesures barrières, il y a notamment la prise de température dans certains endroits, surtout aux entrées. Ne pensez-vous pas que c'est mieux d'organiser des séances de formation appropriées pour ces personnes commises à cette tâche-là?
Écoutez, moi je crois beaucoup à la formation et à la sensibilisation. C'est un point. La prise de température n'est pas le seul moyen de prévenir le Covid, c'est un petit signe. La prise de température, une fièvre peut être un signe de Covid et donc un petit signal d'alerte. Il faut bien sûr mieux former les gens à prendre la température, mais vous avez aussi raison de rappeler que ce sont tous les autres gestes barrières et le respect de tous les autres gestes barrières qui sont aussi importants. Le fait de ne pas se tenir trop proches les uns des autres quand on ne se connaît pas, le fait de ne pas se serrer la main, bien entendu, le fait de porter un masque en toutes circonstances sociales, c'est aussi des gestes extrêmement importants pour se préserver du Covid. Oui, mais je mets un accent sur la prise des températures parce que c'est l'une des choses qui va avec la contamination. Alors, si quelqu'un qui est chargé de prendre la température des gens n'est pas lui-même formé, ne pensez-vous pas que c'est aussi un problème? Oui, ce que vous dites est vrai. Je pense qu'il faut accompagner les gens qui prennent les mesures de température. Parfois, ces prises de température sont très mal faites et indiquent des températures qui sont manifestement fausses. Donc, il faut apprendre aux gens à interpréter, bien leur expliquer que la température doit être comprise entre 36 degrés et 37 degrés 5, qu'au-delà, c'est un problème, mais que si vous avez pris une température inférieure, c'est aussi que vous avez mal pris la température. Donc, effectivement, la pédagogie, l'explication est importante. La pédagogie et l'explication pour les gens qui prennent la température, mais aussi bien évidemment que la personne qui prend la température et qui détecte une température puisse expliquer à la personne qui a cette température trop haute qu'elle doit rentrer chez elle, qu'elle doit consulter un médecin. Oui, ça c'est une chose importante, vous avez raison. Et à ce jour, quelle est la part de l'Union européenne dans cette crise? Alors la part, bien sûr, nous agissons énormément au niveau mondial. Nous essayons de faire face nous-mêmes. Nos pays sont quand même très affectés également par cette crise. Des pays entiers de l'Union européenne, comme la Belgique, comme l'Allemagne, ont été obligés de prendre des mesures de reconfinement. Le couvre-feu est appliqué en France beaucoup plus tôt qu'en RDC, d'ailleurs à 18h plutôt qu'à 21h. Donc tous nos pays sont très affectés. Nous participons à la réponse mondiale sur l'épidémie de Covid. Et nous participons bien sûr par un effort sanitaire, de coopération sanitaire que nous avons pu faire. Alors en particulier pour la RDC, s'il y a un chiffre à retenir, c'est un effort de 15 millions d'euros que nous avons fait en accompagnement des efforts du gouvernement congolais sur des mesures sanitaires, sur l'accompagnement à la au renforcement des capacités sanitaires de l'hôpital Saint-Joseph, sur la fourniture d'un certain nombre de matériel, d'ambulances et d'équipements au ministère de la Santé, sur des mécanismes de prévention communautaire et sur l'appui à la SENCO et à l'ECC. Et donc, voilà, on a un gros travail, enfin, on fait un travail d'accompagnement qui s'inscrit dans la durée et qui s'inscrit dans l'accompagnement, enfin, qui n'est pas juste un accompagnement humanitaire, qui est véritablement aussi un accompagnement de développement, de renforcement des capacités sanitaires congolaises. Merci. Là, vous avez ramassé l'avant-dernière question. Alors, nous passons directement à la dernière question. Alors, comment évaluez-vous l'aide que vous avez fournie à la RDC lors de la première vague, si vous avez accompagné la seconde vague? Alors, l'aide que nous avons apportée, j'ai aussi oublié de mentionner un point important qui est une annulation de dette que nous avons accompagnée, que nous finançons. Et il y a un autre point important que nous allons développer, beaucoup plus développer dans le cadre de cette seconde vague, c'est bien sûr l'accès aux vaccins. Nous allons vaincre le Covid. Si nous pouvons vaincre le Covid, bien sûr, ce sont des gestes de prévention, des gestes défensifs, mais il va falloir aussi que nous développions une stratégie offensive. Et pour vaincre le Covid, il est indispensable que nous vaccinions, que les populations se vaccinent. C'est quelque chose que nous avons commencé en Europe, mais c'est aussi quelque chose que nous voulons accompagner au niveau mondial. Il y a une initiative qui s'appelle COVAX, qui est de faciliter l'accès aux vaccins dans les pays du Sud et dans les pays qui ont besoin de vaccins. L'Union européenne a investi plus de 850 millions d'euros dans cette initiative. Nous sommes en train de commencer à la mettre en place avec des pays africains. Nous allons la mettre en place aussi en RDC. Et donc l'accès aux vaccins est quelque chose qui devra permettre, premièrement, de protéger les populations les plus fragiles, nos anciens, ou ceux qui sont susceptibles d'avoir des facteurs, ce qu'on appelle comorbidité, donc d'avoir du diabète, de l'hypertension, qui sont plus fragiles. Donc prévenir la maladie pour les gens qui peuvent être affectés de façon plus grave, et aussi permettre d'éradiquer la maladie.
Et ça passera par l'accès aux vaccins, qu'on ne va pas rendre obligatoire, mais il faut permettre aussi aux populations du Sud, aux populations africaines, à la population congolaise d'avoir accès aux vaccins. Donc c'est vraiment l'effort que nous allons faire dans le cadre de cette seconde vague. Pouvons-nous avoir une idée sur la date à laquelle le vaccin... Nous sommes en plein travail avec les autorités congolaises. Il y a des questions d'autorisation de mise sur le marché, des validations scientifiques. Elles viennent juste d'être faites en Europe, comme vous le savez, en fin d'année dernière, toute fin d'année dernière, en décembre, janvier. On a juste commencé à vacciner en Europe, quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers de personnes. Et maintenant, on va travailler très très vite sur ce travail d'homologation des vaccins en Afrique pour que la population puisse y avoir accès. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. D'aucuns disent que le port du masque semble être compliqué parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour l'acheter. Alors, il y a une très bonne nouvelle pour les usagers des masques appelés masques à usage unique. Désormais, vous n'êtes pas obligé d'acheter votre masque, de le porter et de le jeter tout de suite après. Pourquoi? Tout simplement parce que, selon les experts, il peut maintenant être lavé à 40 degrés Celsius à la machine ou à la main à 2 reprises avant d'être jeté. Si vous n'avez pas de machine, ne paniquez pas. Vous pouvez laver votre masque à la main parce que moi j'ai essayé et ça a marché. Comment faire? Suivez cette illustration. Première étape, trempez votre masque dans l'eau froide ou tiède, y ajoutez du savon puis laissez reposer pendant quelques minutes. Deuxième étape, frottez doucement votre masque avec les mains. Troisième étape, rincez votre masque avec beaucoup d'eau pour s'assurer d'éliminer l'odeur du savon. Quatrième étape, étendre votre masque au soleil jusqu'à ce qu'il sèche. Cinquième étape, repassez votre masque à l'aide d'un fer à repasser, mais être sûr de diminuer sensiblement la chaleur. En janvier 2021, la RDC a franchi la barre de 20 000 cas. Alors, chers téléspectateurs, prenons bien soin de nous car la Covid-19 existe. La Covid-19, c'est une réalité. Heureusement pour nous, il y a quand même une bonne nouvelle. La courbe de contamination a pu baisser en ce mois de février. Cela étant, les enfants pourront regagner le chemin de l'école le 22 février prochain. C'est une information donnée par le ministre de l'EPSP en collaboration avec l'INRB. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est par ici que s'achève votre tout premier numéro de Santé d'abord. Prenez rendez-vous chaque mois, même heure, même jour. Surtout, ne ratez pas le mois prochain votre deuxième numéro avec un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez bien soin de vous car le virus continue de courir. Selon les experts, il y a moyen d'éviter une troisième vague. Alors, restons vigilants, respectons les gestes barrières. Au revoir et à la prochaine.